Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Il est 58, donc on a 2 petites minutes à passer ensemble avant de lancer ce nouveau webinaire. Ce petit temps pour nous permettre de vous souhaiter une merveilleuse année 2021 avec les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, aussi bien sanitaires que relationnelles, etc. Mais du coup, tout le monde s'adapte énormément au phénomène de webinaires et autres relations digitales que l'on porte au nom de Vertal auprès de vous. Donc une excellente année 2021. Une précision, nous sommes à peu près 150 à assister à ce webinaire aujourd'hui. Donc on est ravis pour ce premier de l'année 2021. Le chat s'anime, on va après voir les premières questions arriver. Ok, 14 heures, donc je vais vous redonner les vœux pour cette année 2021 de la part de toute l'équipe de Vertal. Nous sommes donc à peu près 150 à ce nouveau webinaire qui a pour thème comment assurer l'équilibre minéral des sols. Et je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Margot Villaseca, qui est chef de marché chez nous, que beaucoup d'entre vous connaissent, que d'autres vont découvrir, pour lui laisser le temps de cet exposé de 45 minutes. Et vous retrouvez ensuite pour un temps de questions-réponses, comme d'habitude. Bienvenue à tous et très bon webinaire avec Margot. Merci Franck, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année. La première question, est-ce que vous voyez mon écran ? C'est bon ? Ok, c'est parti. Donc Franck l'a rappelé, la thématique, comment assurer l'équilibre minéral des sols. Un premier point, donc le sommaire. On va commencer par une introduction avec notamment des éléments présentés par Olivier Husson lors du webinaire du mois de novembre. Ensuite, la question à se poser, c'est pourquoi finalement rechercher l'équilibre minéral des sols ? Puis, qu'entend-on réellement par équilibre minéral dans les sols ? Quels sont les paramètres physico-chimiques et biologiques à regarder qui sont responsables de l'équilibre minéral dans les sols ? Donc là, on plongera dans les analyses de sol. Et enfin, le dernier point, finalement pour vous, comment est-ce qu'on améliore l'équilibre minéral de son sol ? Donc l'introduction, rappel du webinaire animé par Olivier Husson du mois de novembre 2020. Donc pour ceux qui ne l'ont pas visualisé, vous pouvez le regarder en replay sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Groupe Vertal et vous l'aurez en accès. Donc le premier point, Olivier Husson nous a présenté les sols, les plantes, et en l'occurrence une plante en bonne santé. Concrètement, elle pousse systématiquement sur un sol minéralement équilibré. Un couple EH-pH équilibré est le plus stable possible. Autrement dit, pour un sol, on va chercher à avoir un pH proche de 6,5 et un niveau d'oxydation, EH, autour de 400 millivolts. Ces éléments, pourquoi ? Pour tout simplement rendre les éléments minéraux accessibles pour les racines des plantes, pour favoriser la biodisponibilité. Et deuxième point, pour surtout favoriser la photosynthèse. La photosynthèse, n'oubliez pas, c'est un processus naturel dans les plantes dont l'objet est de fabriquer du sucre, du glucose. Et ce glucose, il a des propriétés, il est réduit, donc il favorise la bonne santé des cultures. L'enjeu va être de tamponner les variations du niveau d'oxydation EH et du pH dans le sol pour limiter les stress sur les plantes. C'est ça le plus important, c'est de limiter les stress sur les plantes pour qu'elles continuent de grandir, de pousser, d'alimenter les organes de réserve. Ensuite, un petit point donc terre à terre.
Concrètement, dans l'auditoire, je pense qu'il y a des éleveurs, il y a des techniciens de distribution qui suivent des éleveurs. Par exemple, vous avez affaire à un producteur qui commence à faire des profils métaboliques sur le troupeau et il se rend compte dans ces profils qu'il manque presque toujours un élément minéral. On va dire que le constat, c'est de jeter la faute sur la ration qui est mal calée et ou sur le minéral. Alors qu'en réalité, de vous à moi, il faut regarder plus loin et il faut aller regarder les fourrages. Concrètement, comment on le fait? En procédant par une analyse fourragère complète. Et j'insiste sur le terme complète. Il faut regarder l'énergie, le volet protéique, les fibres et demander une analyse minéralogique. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement, l'équilibre minéral des fourrages, il est clairement dépendant de votre équilibre minéral du sol. Si vous avez un sol minéralement équilibré, vos plantes qui pousseront au-dessus seront minéralement équilibrées. Ça vous paraît être du bon sens? Oui, mais trop souvent, on l'oublie. Le deuxième point, c'est que dans l'auditoire, il y a aussi des céréaliers et il y a également des technicaux de distribution qui suivent des céréaliers. Donc c'est la même chose que chez un éleveur. Par exemple, votre céréalier, il achète des variétés qui sont résistantes aux maladies et malheureusement sur le terrain, la saison commence, il se rend compte que ces blés, ces céréales sont toujours aussi malades. Pourquoi? Il faut aller regarder ce coup-ci l'équilibre minéral dans le sol. Et comment on fait? On commence par une analyse de sol. À minima, demander la CEC, les ratios entre les éléments minéraux, la valeur de la MOT et le volet après biologique, biomasse microbienne et les indices de minéralisation. On y reviendra au long du webinaire. Et pourquoi finalement? Puisque pareil que sur les fourrages, l'équilibre minéral de vos grandes cultures dépend entièrement de votre équilibre minéral du sol. Et oui, c'est du bon sens. Ensuite, comment est-ce qu'on appréhende le volet santé des cultures? Tout simplement, une petite phrase qu'on n'a pas inventée chez Vertal. Pour savoir si un homme est en bonne santé, concrètement, on effectue une prise de sang, une analyse de sang. C'est le même principe pour une plante. Pour savoir si une plante est de bonne santé, on effectue une analyse de sève. Alors l'analyse de sève, qu'est-ce que c'est? Vous prélevez des feuilles, vous faites un broyat, vous obtenez du jus. Et concrètement, à l'instant T, le jour où vous faites votre analyse de sève, vous arrivez à déterminer plus ou moins quel est l'équilibre minéral de votre plante. Y a-t-il des carences? Y a-t-il des manques? Les éléments sont-ils en excès? L'interprétation, aujourd'hui, la petite limite, c'est qu'on manque de recul et que c'est clairement en cours de calage. Bien sûr, des organismes ont fait des avancées sur les analyses de sève, mais disons qu'on est toujours un peu en train de se chercher. L'avantage, c'est que les outils sont accessibles financièrement. Et là, on vous parle d'un pH-mètre, d'un conductimètre, d'un réfractomètre pour mesurer la teneur en sucre, des appareils NO3- pour mesurer la teneur en nitrate, etc. Les analyses foliaires, aujourd'hui, la méthode est courante. C'est une méthode qui est accessible financièrement. Le protocole est abouti, ainsi que l'interprétation. La seule limite, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, les analyses foliaires masquent une partie de la réalité, car vous allez trouver des éléments minéraux également dans les tiges, et pas seulement dans les feuilles. Ici, on vous présente un rendu d'analyse foliaire avec le plan d'action. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ma souris? Merci. Ici, donc, on vous présente un rendu d'analyse laboratoire, donc réalisé par le laboratoire Gessler-SAS, qui se situe dans le nord de la France. Concrètement, quand vous allez envoyer vos échantillons pour l'analyse foliaire, vous voyez que les éléments minéraux sont analysés, ainsi que les oligo-éléments. Donc, on vous propose des valeurs et on vous calcule également les ratios. Et après, vous avez par un système visuel de couleurs directement les éléments en quantité suffisante, en manque ou en excès. Et vous voyez par exemple dans cet exemple-là qu'il y a clairement une carence en magnésium et il y a également un manque en bore. Et le laboratoire fournit également un plan d'action, une correction à apporter sur la parcelle. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours commencer par corriger un manque majeur plutôt que de commencer à corriger un manque mineur. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, on va commencer par corriger la carence en magnésium avant de s'attaquer à la carence en bore.
Ok, Margot, merci beaucoup pour cette première partie. Bien compris comment appréhender la santé de ces plantes. On se pose alors une question, c'est pourquoi rechercher l'équilibre minéral des sols? Merci Franck. Eh bien, tout simplement pour favoriser la santé des cultures. La clé du succès, c'est un sol sain pour récolter des plantes saines et riches en nutriments. Ça, c'est une phrase que j'aime bien citer dans les formations et dans les interventions parce que ça résume clairement l'agriculture aujourd'hui. Un sol sain, c'est quoi? C'est un sol qui est minéralement équilibré. Et sur un sol minéralement équilibré, vous faites pousser des plantes minéralement équilibrées. Comment c'est possible? Tout simplement en intensifiant le processus de la photosynthèse. Et l'objectif, c'est bien sûr pour vous, producteurs, de produire des plantes qui donneront des denrées saines en quantité et en qualité. Et c'est clairement votre revenu. Donc, favorisez la santé des cultures en travaillant l'équilibre minéral de ces sols. Donc, favoriser la santé des cultures, comment? Le premier point, en boostant la photosynthèse. Ici, on vous présente la pyramide de la santé de la plante par John Kempf. Vous voyez que sur cette pyramide, il y a différents niveaux. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que la base, le socle, le premier niveau de santé des plantes, c'est clairement la photosynthèse. Et si vos plantes ne font pas une photosynthèse optimale, elles auront du mal à synthétiser les protéines, qui est le niveau 2, puis les lipides, le niveau 3, puis les métabolites secondaires, qui est le niveau 4. Donc surtout, avant de travailler les niveaux hauts de la pyramide, commencez par travailler la base, et la base, c'est votre photosynthèse. Il faut que vous sachiez aussi que dans votre sol, s'il manque du magnésium, du fer, de l'azote, du phosphore et du manganèse, vos plantes risquent de chuter en photosynthèse. Et la conséquence, c'est qu'elles vont moins synthétiser de sucre réduit. Donc, ça aura une action, des conséquences sur la santé des plantes. Le troisième point, favoriser la santé des cultures en boostant la photosynthèse et surtout en limitant l'oxydation des sols. Ce schéma, pour ceux qui ont suivi le webinaire avec Olivier Husson au mois de novembre, vous le connaissez. Olivier Husson nous présente le niveau d'oxydation d'un milieu, donc là par exemple d'un sol, EH, qui est l'indice. Plus EH est élevé, plus le milieu est oxydé, et plus EH est faible, plus le milieu est réduit. Et réduit, ça veut dire faiblement oxydé. Dans le cas d'un niveau d'oxydation élevé, donc EH élevé, nous avons affaire à un sol oxydé. Et là, concrètement, que se passe-t-il? Un déséquilibre air-eau, avec surtout l'air qui domine sur l'eau. Donc, autrement dit, notre milieu manque d'eau et donc la capacité de rétention en eau du sol diminue. Et la conséquence sur les cultures, c'est qu'il y a un risque de sécheresse qui, à terme, engendre une baisse de productivité et de qualité. Quand on passe tout en bas, notre niveau d'oxydation est très faible, le sol est réduit. Le problème, c'est que vous avez aussi un déséquilibre air-eau avec l'eau qui domine sur l'air. Et là, le risque, quand l'eau domine sur l'air, c'est qu'on a un manque d'air, donc un risque de compaction qui est important. Et à terme, pour les cultures, c'est un risque d'asphyxie, donc à terme aussi une productivité et une qualité qui se trouvent endommagées. Le niveau d'oxydation que l'on recherche, c'est celui-ci, autour de 400 millivolts. Pourquoi je vous dis autour? Parce que le niveau d'oxydation EH, il varie fortement et rapidement. Donc c'est très difficile de le maintenir à 400. Donc on va dire qu'on cherche à avoir une zone entre 350 et 400 millivolts de niveau d'oxydation. Et que se passe-t-il à ce niveau-là? On a un sol qui est équilibré. Équilibré comment? On a autant d'air que d'eau. Autrement dit, un sol qui est humide, aéré et qui est bien structuré. Donc c'est clairement 7 objectifs à atteindre dans vos sols. Donc on y revient justement, limiter l'oxydation des sols. Donc quand vous passez d'un milieu très oxydé à un milieu très réduit, pourquoi ça se produit dans les sols? C'est généralement qu'il y a un manque de matière organique totale et aussi un manque d'activité biologique. Autrement dit, votre structure de sol est mauvaise et engendre la forte fluctuation du niveau d'oxydation. Et vous voyez, notre EH, il passe de réduit à oxydé, de réduit à oxydé, de réduit à oxydé, de façon très importante et surtout très rapide. Le problème, c'est que cette
ce niveau d'oxydation, ces fluctuations, c'est une situation défavorable pour la bonne santé des cultures puisque ça engendre des stress sur les cultures. Et aujourd'hui, le stress, c'est une dépense d'énergie pour la plante qui cherche sans cesse à s'adapter à son nouveau milieu. Et le problème, c'est que cette énergie qu'elle prend pour s'adapter, elle n'est pas utilisée pour sa croissance, son développement, le remplissage de ses organes de réserve, etc. Et que ces stress sont souvent synonymes de fragilité des cultures qui deviennent alors une cible pour les agents pathogènes et ou pour les attaques d'insectes. Donc retenez, pour limiter l'oxydation des sols, il faut de la matière organique qui joue ce rôle de tampon du potentiel redox dans le sol. Le cas idéal, la cible, vous vous rappelez, c'est d'avoir un niveau d'oxydation proche de 400 millivolts. Et à ce niveau-là, votre teneur en matière organique est suffisante et votre activité biologique l'est également. Et en fait, ces deux critères, MOT plus activité biologique, engendrent une structure de sol stable. Et dans cette structure de sol stable, votre niveau d'oxydation, il varie beaucoup moins, il varie peu. La conséquence, c'est que c'est clairement une situation idéale à rechercher pour la bonne santé des cultures, puisque cette situation, elle engendre peu de stress sur les cultures. Autrement dit, des cultures qui sont résistantes et dont l'immunité est forte. Et oui, puisque dans ce cas-là, c'est notre matière organique qui est en quantité suffisante, qui joue le rôle tampon du potentiel redox. Alors finalement, on cherche à favoriser la bonne santé des cultures en boostant la photosynthèse, en limitant l'oxydation, mais surtout pour éviter les milieux à risque. Si vous avez suivi le webinaire d'Olivier Husson du mois de novembre, vous connaissez ce schéma. Concrètement, vous trouvez sur l'axe horizontal l'axe du pH, donc la quantité de protons, et sur votre axe vertical, EH, le niveau d'oxydation en millivolts. Qu'est-ce que ce schéma nous dit? C'est que vous avez une zone à rechercher, c'est la zone verte. C'est un milieu qui est légèrement acide et surtout un milieu réduit, qui est faiblement oxydé. Et le problème, quand vous n'êtes pas dans cette zone verte, quand vous êtes par exemple ici, un milieu acide oxydé, les champignons ont tendance à attaquer les plantes. Quand vous êtes dans cette zone-là, ce sont les virus qui attaquent les plantes. Les insectes attaquent aussi les plantes lorsque les plantes ont des sèves oxydées. Les bactéries, quand vous êtes à un pH basique et un milieu réduit, les bactéries attaquent les plantes. Donc autrement dit, favoriser la bonne santé pour toujours se retrouver dans la zone verte. Et la zone verte, c'est la zone de bonne santé des cellules. Ok, merci Margot. Donc on comprend bien que l'évolution est perpétuelle, qu'elle est toujours soumise à des fluctuations plus ou moins fortes qu'on va essayer de réduire, si on a bien compris, et qu'il y a beaucoup d'éléments en jeu. Donc finalement, pour réduire la question à une question de nature simple, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'on entend finalement par un équilibre minéral des sols? Bien sûr, Franck, merci de poser la question. Donc, un premier point, vous trouvez ici, selon William Albrecht, le sol idéal. Donc, vous avez 25% d'air dans un sol idéalement recherché, 25% d'eau, donc autrement dit, autant d'air que d'eau, 45% pour la fraction minérale. La fraction minérale, j'entends les particules de sable, de limon, d'argile, issues de l'altération de la roche-mère. Et vous avez surtout, c'est la plus petite fraction en nombre, mais c'est la fraction la plus importante. Il faut rechercher 5% d'une fraction organique. Et la fraction organique, on parle de la matière organique totale et on parle de l'activité de vos salariés dans le sol, l'activité biologique. Je fais une petite parenthèse sur la fraction organique. N'hésitez pas à faire analyser vos effluents d'élevage pour connaître leur valeur fertilisante et pas, on va dire, jouer les apprentis sorciers en mettant systématiquement 40 tonnes d'un fumier en systématique sur les parcelles, mais faites analyser vos effluents, c'est très important. Il faut que vous sachiez qu'en France, la moyenne des parcelles en culture se situe entre 1,2% et 2% de matière organique totale. Donc vous voyez qu'on est loin de notre équilibre minéral idéal. Ensuite,
Le deuxième point, concernant la fraction minérale, c'est que malheureusement, trop souvent, on a une vision qui est partielle. Certes, on nous présente les éléments minéraux disponibles, mais ce n'est pas suffisant. Ici, par exemple, issu d'une analyse de sol, on vous présente la teneur en potassium échangeable, la teneur en magnésium échangeable, la teneur en calcium. C'est bien, mais il ne faut pas regarder que les valeurs absolues. Vous avez plusieurs ratios qui sont primordiaux, et c'est ce qu'on va voir justement dans ce webinaire. Merci Margot. Donc c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Je vais poser une question qu'on n'a absolument pas préparée, tout comme celle d'avant. Quels sont les paramètres physico-chimiques du sol qui sont responsables de cet équilibre minéral? La question est non préparée, bien évidemment. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez plusieurs choses qui concernent une bonne alimentation de la plante. Donc si vous devez prendre des notes, vous pouvez commencer maintenant. Le premier point, pour une bonne alimentation, c'est qu'il faut limiter au maximum le risque de carence induite. Et là, on parle de l'équilibre minéral du sol. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi que vous puissiez évaluer physiquement la capacité des racines à aller chercher l'élément minéral dans le sol. Le troisième point, Olivier Husson nous en avait parlé lors du webinaire de novembre, on va rechercher un pH haut qui soit dans la cible, on va y revenir dessus, et on va également chercher à ce que le niveau d'oxydation EH soit réduit. Une première partie sur les paramètres physiques du sol. Bon, les paramètres physiques, je ne vais pas vous en parler pendant un quart d'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la granulométrie, elle est propre à chaque parcelle et que malheureusement, on ne peut pas enlever 80% de sable dans une parcelle pour la remplacer par des limons et des argiles. C'est impossible. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous avez des forces et des faiblesses qui sont propres à chaque type de sol. Par exemple, des sols qui sont plus ou moins filtrants, des sols plus ou moins capables de stocker l'eau, des sols plus ou moins riches en matière organique, des sols faciles à travailler. Certains sont plus faciles à aérer que d'autres, etc. Mais ce qui est certain, c'est que sur tous ces sols, vous êtes capable de faire pousser des plantes. Et ce qu'on va chercher, nous, c'est surtout d'atteindre l'équilibre minéral de chacune de vos parcelles. Parce que oui, c'est possible d'améliorer l'équilibre minéral d'un sol sableux, d'un sol limoneux et d'un sol argileux à l'extrême. Donc c'est à nous de jouer finalement aujourd'hui pour vous donner les clés de la réussite, pour que vous puissiez mettre en application les éléments dès demain sur vos parcelles. Bon, enfin demain, après-demain, hein, le temps que ça sèche. Le volet minéral du sol, donc la démarche classique, c'est de fertiliser les cultures. Ben oui, on a des cultures qui ont des besoins, on a des effluents d'élevage, quand on les a fait analyser, qui ont une certaine valeur fertilisante, et l'idée, c'est de mettre en corrélation justement le niveau de besoin avec le niveau d'apport en éléments. Et pour un bon fonctionnement, sachez que tous les éléments doivent être présents et en bonne quantité. Et justement, en bonne quantité, il faut que vous regardiez les équilibres entre les éléments minéraux. Vous avez deux ratios clés à absolument connaître par cœur et à absolument mettre en place chez vous. Le premier, c'est le ratio calcium-magnésium, CaO sur MgO. On va chercher un ratio proche de 5, 7 pour un sol idéalement équilibré. Si vous avez un ratio qui est par exemple de 25, ça veut dire que vous avez un déséquilibre profond entre calcium et magnésium, un excès de calcium qui peut engendrer une carence induite en magnésium. Le deuxième ratio, c'est le ratio magnésium sur potassium, donc MgO sur K2O. Et là, l'idéal, c'est de rechercher un équilibre parfait. Autrement dit, autant de magnésie que de potasse, donc un ratio de 1 pour 1. Et pareil, si votre ratio, vous le trouvez par exemple à 0,5, ça veut dire que vous avez un déséquilibre entre magnésium et potassium et que vous avez un excès de potasse, donc une carence potentielle en magnésie. Ensuite, plusieurs autres ratios, phosphore sur zinc, soufre sur phosphore, potassium toujours supérieur à sodium, le fer sur le manganèse maxi 2, carbone sur azote sur soufre, carbone sur phosphore. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les excès de l'un peuvent engendre des carences de l'autre élément. Et surtout, commencez par travailler vos deux premiers ratios, calcium, magnésium et magnésie-potasse, avant de vous attaquer aux autres ratios, avant de commencer
en regardant phosphore sur zinc, etc. Donc pour continuer sur l'équilibre minéral, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'excès de l'un induit la carence de l'autre. Par exemple, ici, on vous présente en première ligne un excès de calcium qui est souvent, une situation courante, une situation courante par exemple dans des roches-mères calciques. Mais sachez qu'un excès de calcium, malheureusement, induit fréquemment une carence induite en magnésium. Pareil pour un excès de potassium, induit fréquemment une carence induite en magnésium. Donc ça, ce sont des données que vous aurez de toute façon après accès, mais pensez toujours équilibre entre les éléments minéraux. Regardez vos ratios. Ensuite, troisième point, on va faire le lien entre le complexe argilo-humique et la CEC. Votre complexe argilo-humique, c'est quoi? C'est de l'humus qui est lié à de l'argile grâce à des ponts calciques, les fameuses Ca2+, et également au magnésium, le Mg2+. Le rôle du complexe argilo-humique, c'est de retenir les éléments nutritifs. C'est notre architecture dans le sol. Par contre, vous voyez que dans les analyses de sol, on ne vous parle pas du tout de la taille de votre complexe argilo-humique. Et non, on vous parle plutôt de la taille et de la composition de votre CEC. Et la CEC, c'est une valeur qui est calculée et qui représente la quantité d'éléments minéraux facilement échangeables dans un sol. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cations Ca2+ et Mg2+, ce sont les deux cations les plus fréquents dans la CEC. Alors, la CEC, si on veut une définition officielle, c'est la somme des cations qu'un sol est capable de retenir de manière réversible sur son complexe adsorbant doté de sites électronégatifs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a raconté? Concrètement, votre CEC, c'est votre réservoir à cations du sol, c'est la taille de votre frigo du sol. Pour l'imager, vous avez ici 3 situations. Prenons l'exemple d'un sol sableux, vous avez l'image d'un petit frigo. Et bien, dans un sol sableux, ce qu'on va chercher à avoir, c'est d'être proche de 8 à 10 milli-équivalents par 100 grammes de sol. Dans un sol limoneux, vous voyez que la taille du frigo est plus grande que dans un sol sableux, et là, on cherche à être entre 12 et 13 milli-équivalents par 100 grammes de sol. Dans un sol argileux, un frigo d'encore plus grande taille, avec minimum 15 au niveau de la CEC. Et sachez qu'il n'y a pas de valeur maxi. Donc si vous avez une CEC de 20, de 25, de 30, de 35, c'est très bien. Plus votre CEC va être de grande taille, plus votre réservoir dans le sol est important. Avec les principaux cations, Ca2+, Mg2+, l'ion potassium K+, Na+, Al3+, H+. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me dire, ah ben moi je me rends compte que sur mes parcelles, le frigo est de petite taille. Concrètement, comment on l'augmente? Eh bien tout simplement, soit on apporte de l'argile, et là vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien on ne peut pas, ce qui veut dire qu'il faut apporter de la matière organique. Et votre matière organique, je vous ai dit il y a 30 secondes qu'elle faisait partie de votre complexe argilo-humique. Donc autrement dit, apporter de la matière organique va faire gonfler votre complexe argilo-humique et va augmenter votre CEC, va augmenter la taille de votre frigo. Deuxième point sur votre CEC, il faut également regarder la répartition des cations. Et là, vous avez la méthode Albrecht qui vous dit que calcium plus magnésium, donc Ca2+, plus Mg2+, doit faire impérativement 80% dans votre CEC. Vous voyez plutôt, on va chercher à tendre vers 68% de Ca2+, de calcium, 12% de magnésium, 4% de K+, 10% pour les H+, 1,5% pour le sodium, Na+, et maximum 4,5% pour les autres éléments. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez une possibilité de moduler ce ratio de 68% de calcium, 12% de magnésium en fonction de la texture de sol. Si on prend un exemple, un sol qui est fortement pourvu en argile, avec une CEC importante, donc un frigo de grande taille, on va plutôt chercher à être proche de 10% de magnésium pour avoir 70% de calcium. Pourquoi? Parce que votre calcium, il est responsable de l'aération dans le sol. Et donc, favoriser dans des sols comme ça, riches en argile, il est important de favoriser l'entrée d'air dans le sol. Deuxième situation, un sol qui est plutôt pauvre en argile avec une petite CEC,
il est important de tendre vers 60% de calcium pour avoir 20% de Mg de plus. Pourquoi? Votre magnésium, il est responsable du stockage de l'eau dans le sol. Donc, autrement dit, sur des sols faibles en argile avec un petit frigo, il est important de favoriser le stockage de l'eau dans le sol pour limiter le stress hydrique sur les cultures. Mais dans tous les cas, retenez, calcium plus magnésium doit faire 80%, c'est hyper important. Le troisième point qui concerne la capacité d'échange cationique, c'est le taux de saturation. Aujourd'hui, vous avez peut-être dans vos analyses de sol des CEC non saturés, donc à moins de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez votre frigo et l'image, c'est que vous avez un frigo qui n'est pas rempli. Donc c'est dommage, vous perdez en potentiel. La situation idéale à rechercher, c'est celle-ci. C'est une CEC qui soit saturée à 100%. Autrement dit, vous avez votre frigo et votre frigo est rempli à 100%. C'est très bien. Il arrive aussi, toujours sur des roches-mères calcaires, que la CEC peut être sursaturée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez votre frigo, et en gros, votre frigo déborde, il n'y a plus suffisamment de place pour les éléments, pour les cations. Et c'est le cas dans les roches-mères calcaires. On a généralement le calcium, le Ca2+, qui occupe trop de place par rapport aux autres éléments dans la CEC. Et là, clairement, votre CEC, elle est déséquilibrée. Et déséquilibrer la CEC, ça a une problématique majeure, c'est que vous faites baisser la photosynthèse dans vos cultures. Et concrètement, on l'a dit au début, la photosynthèse, c'est quoi? C'est grâce à l'énergie lumineuse, à l'eau et au dioxyde de carbone, votre plante, elle va synthétiser des sucres. Et ces sucres, ils ont la particularité d'être réduits. Réduits, ça veut dire faiblement oxydés. Donc autrement dit, si votre photosynthèse se dégrade, moins de sucre réduit produit, donc votre santé de la plante est pénalisée car le niveau d'oxydation monte. Et vous vous souvenez, on l'a vu aussi dans la carte redox d'Olivier Husson, un milieu oxydé, il est favorable aux attaques de champignons, de virus et de ravageurs. Et là, la solution, c'est d'avoir recours aux produits chimiques qui sont malheureusement oxydants pour les plantes. Retenez, les plantes minéralement équilibrées, elles ne peuvent pas pousser sur un sol qui est minéralement déséquilibré. Excusez-moi. Je reprends. Des plantes minéralement équilibrées, elles ne peuvent pas pousser sur un sol qui est minéralement déséquilibré. Donc autrement dit, pour avoir des plantes minéralement équilibrées, on cherche à améliorer l'équilibre minéral de ces sols. En résumé, une CEC élevée est synonyme d'un grand frigo, une CEC équilibrée est synonyme d'un frigo équilibré, donc du calcium, du magnésium, l'ion hydrogène, du sodium, etc. En fait, c'est comme nous, c'est comme l'alimentation d'un homme. On ne peut pas se nourrir, par exemple, que de viande ou que de produits laitiers. Il faut un équilibre entre des produits laitiers, de la viande, des féculents, des produits, des légumes. Donc c'est la même chose pour un sol, l'équilibre dans le sol. Et surtout, il faut une CEC saturée, synonyme d'un frigo bien rempli. On en a terminé avec le CEC. On va continuer avec le pH eau dans le sol. Donc votre pH eau, pour reprendre, lui, il mesure l'acidité de la solution du sol. Il mesure concrètement la concentration en protons H+. Sachez que le pH eau dans les sols agricoles, il peut commencer à 3,5 et il peut se terminer à 8,5. Et vous voyez que dans cette plage, les cultures, elles continuent à pousser. Le pH eau, il est capable de varier entre 1,5 point et 1 point au cours d'une saison. Et votre pH, c'est surtout votre conséquence du fonctionnement des sols et pas la cause du fonctionnement des sols. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fonction du niveau de pH eau, vous avez une assimilation qui est plus ou moins importante de vos éléments minéraux et de vos oligo-éléments. Par exemple, c'est l'équilibre à rechercher va se situer entre 6,5 et 7,5. C'est la plage optimale de pH. Pourquoi? Parce que dans cette plage, l'assimilation est optimale des éléments minéraux et des oligo-éléments. Si on prend un exemple à pH de 6, on a globalement une assimilation qui est bonne dans les oligo-éléments. Par contre, vous voyez que le phosphore est rapidement bloqué et qu'on commence à perdre en assimilation du calcium et du magnésium. Inversement, on passe à un pH basique, par exemple à 8. On observe qu'on a globalement une bonne assimilation des éléments minéraux, sauf du phosphore qui est à nouveau bloqué.
Et par contre, on a une faible assimilation des oligoéléments, sauf du molybdène. Ensuite, continuons avec notre pHO dans le sol. Pourquoi c'est important de cibler 6,5 à 7,5 de pHO? Tout simplement pour votre indice d'activité biologique. Ce qu'on peut observer ici, c'est que votre indice d'activité biologique, l'IAB, il est maximal quand vous avez un pHO compris entre 6,5 et 7,5. Vous le voyez, plus votre pH devient acide, plus vous perdez en indice d'activité biologique. Et pareil de l'autre côté, plus votre pH devient basique, plus votre IAB est réduit. Et encore plus sur des sols calcaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un excès de calcium, c'est toxique pour l'activité de la flore du sol. Le sol a une capacité plus ou moins importante à retenir les éléments. Donc on vient de parler du premier point, limiter le risque de carence induite, donc favoriser un équilibre minéral avec les ratios. Vous vous souvenez, calcium sur magnésium et magnésium sur potassium. Le deuxième point, la capacité des racines à aller chercher l'élément minéral du sol. On vient de parler du niveau de pH et maintenant, on peut parler du niveau d'oxydation du sol. Et là, un exemple de diagramme de Pourbet, c'est celui du manganèse. Vous voyez les différentes zones sur le schéma. Une zone verte, la zone acide réduite, une zone jaune acide oxydée, la zone rouge basique oxydée et la zone bleue basique réduite. Concrètement, si on se place à un pH dans le sol de 6,8 et qu'on regarde deux niveaux d'oxydation différents, vous voyez, premier exemple, un niveau d'oxydation à 600 millivolts, vous vous trouvez sur le point rouge. Eh bien, le point rouge, il se situe dans la zone qui est acide et oxydée, la zone jaune. Deuxième exemple, un niveau d'oxydation à 200 millivolts, vous vous trouvez au point vert, un milieu qui est acide et réduit. Eh bien, sachez que le manganèse, il est soluble uniquement sous la forme Mn2+, ce qui nécessite d'avoir un sol acide et réduit pour que les plantes puissent être capables de capter le manganèse. Et la solution à court terme, quand vous n'êtes pas dans cette zone verte, c'est de l'appliquer en foliaire pour qu'il soit rapidement assimilable par les plantes. Donc autrement dit, retenez qu'il faut un couple EH-pH optimal pour une biodisponibilité maximale de vos éléments minéraux. Continuons avec le potentiel redox. Donc concrètement, comment est-ce qu'on l'appréhende sur le terrain? Le potentiel redox, il peut se mesurer, mais sachez que ça prend un peu de temps et que malheureusement la méthode est fastidieuse car le potentiel redox, il est sensible aux ondes électromagnétiques. Par contre, le fait de le mesurer vous donne déjà une première tendance du niveau d'oxydation des sols, des plantes, et on peut aussi utiliser l'appareil pour mesurer le niveau d'oxydation du sang, des bousses, des urines sur le troupeau. Comment on l'appréhende sur le terrain? Ça, c'est plus un test, on va dire, pratique. Pour évaluer la stabilité structurale de son sol, vous pouvez effectuer un slack test. Concrètement, comment ça se passe? Ici, vous avez une motte prélevée dans un sol vivant et riche en matière organique. De l'autre côté, une motte qui a été prélevée dans un sol travaillé et pauvre en matière organique. Vous avez le résultat en dessous, en accéléré, pardon. Votre motte issue du sol vivant et riche en matière organique n'a pas bougé, alors que votre motte issue du sol travaillé et pauvre en matière organique s'est complètement désagrégée. Donc autrement dit, ce test de stabilité structurale, il permet d'évaluer la cohésion des agrégats. Et dans une structure de sol stable, votre motte, elle ne va pas se désagréger. Et c'est fonction de quoi? De la teneur en MOT, de l'activité biologique du sol et votre équilibre minéral. Une autre façon d'appréhender le potentiel redox, tout simplement en utilisant des solutions antioxydantes dont le rôle est de booster la vie microbienne dans les sols, en nombre, en diversité et en activité. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une amélioration de la structure de sol avec, par exemple, un produit antioxydant, un sol qui est plus aéré, plus grumeleux, qui laisse plus facilement passer les racines, contrairement à une motte qui est très compactée de l'autre côté. Ensuite, visible aussi sur les cultures. Par exemple, de ce côté-là, on a un blé
qui a été traité avec un produit antioxydant, vous observez un développement foliaire plus important, une couleur verte plus marquée et également un système racinaire plus développé que sans le produit antioxydant. Donc là, c'était sur un blé et on a également un exemple sur des colzas. Même principe, avec le produit antioxydant, on gagne en rapidité et en développement foliaire par rapport à une conduite sans. Merci Margot. Le prochain chapitre doit répondre à la question: quels sont les paramètres biologiques du sol responsables de son équilibre minéral? Alors, continuons avec la fraction biologique. Effectivement, dans votre fraction biologique ou organique, vous avez la teneur en matière organique totale, c'est votre fraction morte. Et là, je vous rappelle qu'une teneur en matière organique totale du sol, une valeur minimum de 2% et une valeur optimum de 5%. C'est votre équilibre minéral du sol. Par contre, cette teneur, elle doit être en quantité et de qualité. La qualité de la matière organique totale, elle est composée de deux fractions. Une fraction libre, ou labile, qui sert à nourrir la flore microbienne du sol. Et il en faut 20% dans un sol équilibré. La deuxième fraction, c'est votre fraction liée ou stable. Et elle, son rôle, c'est d'assurer la stabilité structurale du sol pour améliorer la porosité. Et dans un sol équilibré, il en faut 80%. Enfin, associé à la MOT, vous avez le C sur N. Le C sur N, c'est l'évolution de la dégradation de la matière organique dans le sol. Et ce C sur N, il doit être proche de 9, 10. Je ne vais pas revenir sur comment améliorer la matière organique totale dans les sols. Sachez que vous pouvez revisualiser le webinaire du mois de décembre sur YouTube, sur en tapant groupe Vertal, donc sur notre chaîne YouTube. Donc retenez de la matière organique totale, oui, en quantité et en qualité. Deuxième point dans la matière organique totale, c'est la fraction vivante. Et là, on va parler de vos salariés dans le sol. Vous êtes tous des éleveurs, même les céréaliers, vous êtes tous des éleveurs et vous élevez des bactéries, des champignons, des algues, des actinomycètes, des vers de terre, etc. Et votre flore du sol, c'est clairement le moteur des sols pour les plantes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que votre biomasse microbienne, ça s'analyse dans le laboratoire, ça se quantifie. Et l'idéal, c'est d'en avoir entre 2 et 2,5% du carbone organique. Le point suivant, c'est que l'activité biologique, là, c'est plus l'investissement, on va dire professionnel, dans la dégradation des matières organiques fraîches. Vos salariés dans le sol, leur rôle, c'est de dégrader des matières organiques en humus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité de votre biomasse microbienne, elle doit être de 2,5% pour l'indice de minéralisation du carbone, celui que vous avez ici. Et il faut également être à 2,5% pour l'indice de minéralisation de l'azote. Et ça, c'est pareil, ça s'analyse dans un laboratoire. Et l'indice de minéralisation vous donne vraiment, on va dire, l'efficacité, l'activité de votre vie du sol. Et vous allez me dire, mais en quoi est-ce problématique d'avoir un manque de matière organique totale dans les sols? Et bien concrètement, le premier problème, c'est que votre sol manque de nourriture pour la flore du sol. Vous perdez en matière organique libre, vous perdez en activité biologique, et donc vous avez moins de minéralisation. Le deuxième problème, c'est que vous avez une structure de sol qui est dégradée, puisque vous avez moins de matière organique liée, donc moins d'évolution en humus, donc clairement qui pénalise votre réservoir en eau et votre réservoir en éléments minéraux. Et l'objectif, je vous rappelle, c'est vraiment d'avoir une structure de sol stable pour maximiser la porosité, pour faire pousser des cultures saines en quantité et en qualité. Autrement dit, si on veut résumer, un manque de matière organique totale dans les sols va clairement pénaliser le fonctionnement de votre sol. Le point suivant, donc là, on est toujours sur le zoom de la fertilité biologique, concerne un équilibre entre champignons et bactéries. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Aujourd'hui, ce rapport, il est de plus en plus utilisé et concrètement, on va chercher à avoir autant de champignons que de bactéries, mais en poids. Donc, ce n'est pas en nombre. Donc, autant de champignons que de bactéries, autrement dit, un ratio équilibré. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les sols français, en utilisant des fongicides, on a surtout participé à développer la flore bactérienne au profit des champignons. Et le problème, c'est que
plus de bactéries par rapport à des champignons engendre un déséquilibre de la vie biologique du sol, donc derrière des problématiques d'adventice indésirables. Eh bien, sachez que en rétablissant ou en améliorant votre ratio champignons sur bactéries, vous allez réduire cette problématique d'adventice indésirable. Merci Margot. Pour terminer, si on veut être très concret, comment on améliore l'équilibre minéral des sols? Eh bien, tout simplement en rééquilibrant le volet minéral. Le premier point, c'est commencer par une analyse de sol. Votre analyse de sol, c'est l'état des lieux à l'instant T. Attention, quelques recommandations. Toujours prélever à la même période. Si vous avez commencé au mois d'avril, continuez au mois d'avril. Toujours prélever dans une zone homogène. On ne fait pas une moyenne d'une belle partie avec une mauvaise partie. Faites 2 échantillons, le cas échéant, mais prélevez toujours dans une zone homogène et surtout envoyez toujours au même laboratoire, puisqu'entre eux, les laboratoires ont des méthodes qui sont un peu différentes au niveau des analyses. Ça, c'est votre vision à long terme, moyen et long terme. Travaillez avec des analyses de sol. Le deuxième point, c'est que si votre analyse de sol révèle une carence vraie, c'est-à-dire une absence réelle de l'élément, par exemple un manque de calcium, de magnésium, de potasse, de soufre, eh bien il faut l'apporter cet élément, tout simplement. Mais préférez des formes réduites, qui veut dire non oxydantes, par exemple du carbonate de calcium, de la kieserite, de la dolomie, du soufre élémentaire, plutôt que des formes qui sont oxydantes. Et clairement, la chaux, pourquoi pas de chaux? Tout simplement parce que la chaux, c'est un élément qui est oxydant et qui est biocide. Et biocide, ça veut dire tueur des tissus végétaux. Donc c'est nocif pour votre flore du sol. Le troisième point, on en a parlé, si un élément est non disponible. Et alors là, je vous demande, dans vos analyses de sol, d'être plus précis et de demander la quantification des éléments totaux. Bien souvent, je le disais au début, on a trop souvent les éléments disponibles. Mais sauf que votre vision est partielle. Vous ne pouvez pas vous rendre compte justement de le pourcentage qui est disponible si vous n'avez pas les éléments totaux. Et par exemple, ça, ce sont des analyses que nous, on demande dans nos travaux de R&D, les éléments totaux, les éléments disponibles, et on regarde la fraction justement disponible. Et vous voyez qu'on est très très loin d'être à 90%, 95% de disponibilité par rapport à l'élément totaux. Donc vous en avez dans vos sols. Il faut juste savoir quelle fraction disponible l'est réellement. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'améliorer cette fraction disponible. Donc deuxième point, vos racines, l'élément est non disponible, les racines ne peuvent pas l'atteindre physiquement. Et là, la solution, c'est de décompacter. Décompacter, ça veut dire faire entrer de l'air dans le sol et donc booster la flore aérobie. Et là, on vous parle des insectes, des champignons et surtout des bactéries aérobies. Et l'objectif de décompacter, c'est de surtout booster la minéralisation, donc d'augmenter cette fraction disponible. Le deuxième point, si un élément est non disponible, c'est peut-être que votre vie biologique dans le sol, elle est trop peu présente, ou alors elle est feignante, ou alors les conditions sont trop oxydantes. Et là, retournez-vous vers le webinaire du 15 décembre dernier. Le quatrième point, hyper important, rééquilibrer les ratios calcium-magnésium et magnésie-potasse. Ces ratios sont hyper importants. Le calcium est responsable de l'aération du sol, le magnésium est responsable du stockage de l'eau dans le sol, et votre potassium, les plantes en ont besoin pour la cohésion des cellules entre elles et pour régler la pression osmotique dans les plantes. Cinquième point, ramener de la vie dans les sols. Booster votre flore fongique, booster vos champignons. Les champignons, ils sont responsables de l'humification. Et booster votre flore aérobie, ce sont vos bactéries qui sont responsables de la minéralisation. Et enfin, un dernier point, couvrez le sol un maximum de jours sur l'année pour vraiment stocker, favoriser le stockage du carbone. Par connaissance des différentes situations, aujourd'hui chez Vertal, on a développé une gamme qui est complète et qui est adaptée d'activateurs biologiques du sol. Tout à l'heure, je vous parlais du rapport calcium-magnésium. Sachez que chez Vertal, quand le rapport calcium-magnésium est inférieur à 5, donc un déséquilibre entre les deux éléments minéraux, on peut proposer un Vertal Sol CAO. Dans le cadre d'un ratio
magnésie-potasse inférieur à 1, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre entre magnésie et potasse, c'est un manque de magnésie, on peut également proposer un Vertal-Sol enrichi en magnésie. Donc tout ça pour vous dire que oui, quand il manque un élément, il faut l'apporter, mais surtout apportez-le dans une forme qui est non oxydante, une forme qui est réduite pour le milieu. Voilà, le webinaire touche à sa fin. J'espère que vous avez pris plein de notes. Et le plus important, c'est que vous commenciez dès demain à améliorer l'équilibre minéral de votre sol. C'est à vous de jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margot. Merci à tous de votre attention sur cet exposé. Margot, comme d'habitude, on a quelques questions pour nombre d'entre elles auxquelles Mathieu a répondu sur l'onglet questions. Malgré tout, j'aimerais te poser celle-ci, qui a l'air intéressante d'un point de vue général. Comment réduit-on les adventices en augmentant les champignons dans le sol? Comment réduit-on les adventices en augmentant les champignons du sol? C'est ça? Oui. Eh bien, tout simplement. Par exemple, chez Vertal, on a une gamme sol qui est composée du Vertal-Sol. Excusez-moi, je voudrais réduire mon diapo pour... Voilà, merci. Donc, on a une gamme sol chez Vertal avec le produit phare, le Vertal-Sol. Et dans le Vertal-Sol, on a un bioferment. Et l'intérêt de ce bioferment, c'est clairement de booster le développement des champignons. Pourquoi? Tout simplement pour rééquilibrer à terme le ratio champignons sur bactéries et réduire les problématiques d'adventices majeures. Ok. Quelqu'un qu'on connaît bien nous fait un commentaire sur lequel j'aimerais avoir une suite de ta part. Et il nous dit décompacter, oui, mais attention aux conditions de travail. Eh oui, exactement. Vous n'allez pas décompacter dès demain. Il faut attendre que le sol soit réessuyé. Donc, il faut attendre que tout simplement des sols un peu plus secs et surtout ne passez pas trop vite. Donc oui, il faut attendre des conditions plus favorables. Ok, merci beaucoup Margot. Je voudrais vous préciser que vous pouvez, bien sûr, la question est posée à chaque fois, mais tout le monde va finir par l'apprendre. Bien sûr, ce webinaire, comme les précédents, est visionnable sur notre chaîne YouTube. Dans son intégralité. Je vous propose également, si vous souhaitez en savoir plus, aller sur le site internet, bien sûr, de Vertal, nous rejoindre sur notre page Facebook, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus rapides, d'échanges rapides que sur le site internet. Le site internet est plutôt fait pour quelque chose d'institutionnel. Et puis, sur notre chaîne YouTube, vous trouvez beaucoup d'informations, beaucoup, outre les webinaires passés, mais également beaucoup d'interviews, beaucoup de témoignages et beaucoup de recettes, beaucoup d'échanges à travers nos produits et beaucoup d'informations. Ensuite, vous donnez rendez-vous début mars pour notre prochain webinaire qui aura pour interlocuteur un intervenant extérieur. Le thème sera sur l'agroécologie, assurément, soit sur son plan économique, soit sur son plan philosophique et sociétal. Mais il sera sujet d'agroécologie que l'on porte chez Vertal et qui ne peut vous laisser indifférent, puisque si vous êtes ici, c'est que l'agrologie signifie quelque chose pour vous. Merci à tous. Merci à tous. On a vu beaucoup de noms qu'on connaissait et beaucoup de noms qu'on ne connaissait pas encore sur le chat. C'est super. On vous donne rendez-vous à très bientôt. Encore une fois, une très belle année à vous. Et puis, à plus court terme, une très belle fin de semaine, une très belle fin de journée. Merci de votre attention. Merci de ces échanges créatifs et extrêmement acculturants pour nous tous dans cette communauté. Merci. Merci beaucoup, Margot, de cet exposé très clair et concis dans le même temps, ce qui est une performance. Bravo à toi. À très bientôt à tous et rendez-vous début mars sur ce même lieu pour ce nouveau thème. Merci encore. Au revoir.